Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. La question de l'état de droit a été centrale dans nos réflexions au sein de ce rapport. L'état de droit, c'est l'indépendance de la justice, c'est la liberté de la presse, bref, tout ce qui fait notre droit dans l'Union européenne, auquel les États membres ont souscrit quand ils ont rejoint l'Union européenne, quel qu'ait été le rythme de ces adhésions. La question de l'état de droit faisait partie des missions de notre rapport, parce que ce n'est pas un rapport uniquement sur l'élargissement à de nouveaux pays, mais c'est un rapport sur les réformes institutionnelles à mener dans l'Union européenne, y compris aujourd'hui, notamment à l'occasion des élargissements futurs envisagés aux pays des Balkans, à l'Ukraine, à la Moldavie en particulier. Et de ce double point de vue, intérieur et pays candidat, la question de l'état de droit nous a semblé absolument structurante et fait l'objet, de ce point de vue-là aussi, du premier chapitre de notre rapport pour bien montrer à quel point cela nous paraît absolument central. Nous faisons un certain nombre de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'état de droit dans l'Union européenne aujourd'hui et nous considérons en même temps que le respect de l'état de droit doit être une précondition absolue pour rejoindre l'Union européenne. Nous faisons un certain nombre de propositions dans un chapitre que nous intitulons la différenciation, avec 4 cercles concentriques qui permettraient, selon les rythmes, les volontés, une adhésion selon plusieurs modalités à l'Union européenne. Et dans cette réflexion, il apparaît clairement qu'un pays, par exemple, qui ne respecterait pas l'état de droit ne bénéficier ni du marché intérieur européen, ni des fonds budgétaires européens. Car pour nous, c'est pas simplement un élément des valeurs qui fondent l'Union européenne, c'est un principe non négociable pour le fonctionnement de l'Union. Alors, cela étant, et c'est aussi une marque de fabrique de notre rapport, nous avons un certain réalisme. Nous savons très bien que la question de l'état de droit ne fait pas l'objet d'un accord au sein de tous les États membres. Nous voyons notamment la situation en Hongrie, en espérant que la situation en Pologne, suite aux élections de dimanche dernier, nous permette de considérer que cette question sera peut-être en partie derrière nous, mais les instruments dont nous disposons actuellement pour faire respecter l'état de droit n'ont pas empêché certains États, notamment les 2 que je viens de mentionner, de ne pas respecter l'état de droit. Il y a un fameux article 7 dans le traité sur l'Union européenne qui aborde cette question, mais qui a été rédigé à une époque où on ne pensait pas qu'on devrait jamais l'utiliser, et il n'est pas adapté pour des raisons juridiques complexes à la situation, de même que la Commission européenne publie chaque année des rapports sur l'état de droit dans les pays de l'Union, mais il ne suffit pas d'écrire des rapports pour résoudre les problèmes, même s'ils contribuent à la transparence de l'information sur la question. Il y a aussi des arrêts de la Cour de justice européenne qui permettent d'entraîner un certain nombre de pénalités financières, mais c'est loin d'être suffisant. Ce qui a eu un certain impact jusqu'à présent pour faire respecter l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de conditionnalité budgétaire, qui a été mis en place récemment, notamment sous la pression du Parlement européen. Je rappelle par exemple ce chiffre assez impressionnant, selon lequel les sommes qui n'ont pas été versées à la Pologne et la Hongrie au titre du non-respect de l'état de droit s'élèvent aujourd'hui à 140 milliards d'euros. Ce qui est quand même une somme non négligeable. Et ce qui prouve que ce mécanisme de conditionnalité budgétaire a eu un certain impact, même si c'est une suspension et ça n'augure pas de la suite à donner. Et c'est pourquoi nous faisons des recommandations d'un double niveau. Le premier niveau, c'est de renforcer ce mécanisme de conditionnalité budgétaire, parce que pour le moment, il est limité à la nécessité de prouver un lien entre la violation de l'état de droit et le budget de l'Union européenne. Or, ça nous paraît insuffisant, et ce que nous proposons, c'est d'étendre
ce mécanisme et d'en faire un instrument de sanction des violations de l'état de droit de façon générale. Alors évidemment, ça nécessiterait un certain nombre de modifications des dispositions juridiques, en particulier un changement du traité européen, mais comme cela n'est pas sûr dans l'avenir, si ça s'avérait trop difficile, on propose d'étendre, en attendant, le champ de cette conditionnalité budgétaire à d'autres comportements dans certains États qui nuiraient à une bonne gestion financière du budget européen, par exemple dans le domaine du blanchiment d'argent. Et ça ne nécessiterait pas un changement des bases juridiques. Le deuxième niveau sur lequel on pourrait agir à l'avenir, et ça c'est uniquement dans l'hypothèse où la discussion s'ouvrirait sur un changement des traités européens, modification de ce fameux article 7 du traité, qui pour le moment ne peut être activé que par une décision à l'unanimité des États membres moins 1. Une des propositions que nous faisons serait de remplacer cette unanimité moins 1 par une majorité des 4/5, et nous ajoutons la possibilité de certaines réponses automatiques qui pourraient être données en cas de violation persistante de l'état de droit. Et enfin, de façon ultime, nous considérons qu'à un certain niveau de persistance et de gravité des violations, l'État concerné ne pourrait pas rester membre de l'Union européenne, mais il lui serait proposé de rejoindre un autre cadre de coopération. Voilà donc les éléments structurants de cette question qui nous semble absolument centrale si l'on veut réussir l'élargissement et en même temps faire fonctionner l'Union européenne d'aujourd'hui.